Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Tonton, ne mange pas ça. Le millionnaire rit, mais il ne savait pas ce qui allait suivre. Le vent glacial de novembre mordait la peau comme un loup affamé. Les arbres aux branches nues semblaient frissonner sous le ciel gris, lourd de nuages menaçants. Les rues pavées de Brooklyn Heights, habituellement animées par le brouhaha des promeneurs et des taxis, étaient ce matin-là presque désertes, comme figées sous une chape de silence et de froid. Seules quelques silhouettes pressées, emmitouflées dans des manteaux élégants, s'engouffraient rapidement dans les grands immeubles de verre et d'acier, leurs pas résonnant sur les trottoirs mouillés par la bruine. Le soleil peinait à se lever, projetant une lumière blafarde, presque mourante. Sur un coin de rue, loin des regards pressés, au pied d'une benne à ordures débordantes, une petite fille courait en criant, pieds nus malgré le froid qui mordait ses orteils rougis. Elle avait 8 ans, des yeux sombres grands ouverts sur le monde et une robe trop fine qui flottait autour d'elle, sale et déchirée. Ses bras, trop maigres pour son âge, s'agitaient dans l'air, cherchant désespérément à protéger quelqu'un. « Tonton, ne mange pas ça !» cria-t-elle d'une voix rauque, sa gorge sèche de froid et de peur. Son cri déchira le silence de la rue, vibrant comme un appel désespéré. Accroupi juste à côté, un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par les ans et la fatigue, tentait avec précaution d'ouvrir un sandwich encore emballé. Son manteau élimé, rapiécé à plusieurs endroits, laissait apparaître une chemise trouée, témoignage muet de son combat quotidien contre la misère. C'était Malcolm Carter. Ancien professeur de philosophie, il avait jadis enseigné dans les amphithéâtres prestigieux de Columbia. Mais la vie, cruelle et implacable, l'avait jeté sur ce trottoir glacial, loin des livres et des étudiants attentifs. Il leva les yeux vers Nina, et malgré la douleur, un sourire tendre éclaira son visage buriné. « Nina, calme-toi, c'est juste un morceau de pain. Tonton a juste faim, c'est tout. » Mais la petite secoua la tête avec véhémence, les larmes roulant sur ses joues sales. « Non. Ce n'est pas du pain. C'est ce que maman jetait pour tuer les rats. » Sa voix tremblait, déchirée par la peur. Elle se recroquevilla sur elle-même, tremblante de froid et d'angoisse, les sanglots lui secouant le petit corps frêle. De l'autre côté de la rue, la scène attirait l'attention d'un homme bien au chaud, installé à la terrasse chauffée d'un café luxueux. Un café où les croissants valaient plus que le repas entier de Malcolm. Cameron Whitmore, 48 ans, les cheveux impeccablement peignés, portait un costume sur mesure et une montre d'une valeur inavouable. Son regard froid, presque cruel, scrutait avec amusement la petite scène humaine. Il leva son bras, appelant le serveur d'un geste impatient. « Vous avez vu ça ?» lança-t-il avec un ricanement moqueur. « Le clochard veut goûter à la cuisine gastronomique de vos poubelles. Ça ne me dérange pas, mais c'est pathétique, non ?» Le serveur, un jeune homme mal à l'aise, détourna rapidement le regard, gêné par la méchanceté du patron. Pendant ce temps, Nina, désespérée, avait pris son courage à 2 mains et courait à nouveau vers Malcolm, les mains tendues pour arracher le sandwich empoisonné. Mais elle arriva trop tard. Malcolm mordit, un seul petit morceau. À peine le pain avait-il touché sa langue que son visage se figea. Ses yeux s'agrandirent sous le choc, comme s'il venait de croiser la mort en personne. Il tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses mains se mirent à trembler violemment. Son dos se courba sous une douleur invisible mais foudroyante. Et puis soudain, son corps entier se raidit, comme si une force surnaturelle l'avait saisi. Ses yeux roulèrent en arrière, ne montrant plus que le blanc. Une mousse épaisse, blanche, grumeleuse, s'écoula de ses lèvres. Sa tête bascula en arrière. Il tomba, lourdement, son crâne cognant le trottoir glacé dans un bruit sourd. Puis vinrent les convulsions. Violentes. Brutales. Inhumaines. Ses bras se tordaient dans des angles impossibles, ses jambes frappaient le sol sans contrôle, comme une marionnette brisée. La scène était insoutenable. Le corps d'un homme digne, autrefois maître de sa pensée et de ses mots, se transformait devant tous en une chose agitée par la mort. Et c'est à ce moment précis que le cri de Nina déchira l'air. Un hurlement primal. Instinctif.
Un cri que seule une enfant peut produire quand le monde s'écroule autour d'elle. Elle s'agenouilla à ses côtés, ses petites mains secouant frénétiquement le corps tremblant de son oncle. Tonton. Tonton, réveille-toi. Dis-moi quelque chose. S'il te plaît. Ses larmes coulaient en cascade, inondant le col du manteau déchiré de Malcolm. Son souffle était saccadé, sa voix brisée. Autour d'eux, les passants commencèrent à s'arrêter. Une femme poussa un cri en apercevant la mousse. Un homme en costard s'empressa de sortir son téléphone. Appelez une ambulance. Vite. Un autre se pencha sur Malcolm, cherchant un pouls avec des gestes tremblants. Une infirmière en congé accourut depuis l'autre trottoir, posant ses genoux au sol sans se soucier de salir son pantalon. Il fait une crise. Il faut le mettre en position latérale de sécurité. Quelqu'un a du sucre? Du sel? Mais il était trop tard pour les gestes de premiers secours improvisés. Pendant ce temps, sur la terrasse du café, l'atmosphère avait changé. Les rires s'étaient tus. Les cuillères étaient figées au-dessus des tasses. Les clients, auparavant occupés à parler business ou à faire défiler leur portable, avaient les yeux rivés sur la scène. Et au centre de cette tension flottait Cameron Whitmore, encore installé dans son fauteuil en cuir, le regard figé, la tasse de cappuccino suspendue dans sa main. Son sourire narquois s'était évaporé. À sa place, une crispation. Un froncement de sourcils. Et des regards. Des dizaines de regards pointés vers lui. Certains indignés. D'autres choqués. Mais tous accusateurs. C'est pas moi qui l'ai empoisonné, finit-il par lâcher, la voix plus aiguë qu'il ne le voulait. Le silence s'épaissit. Puis une voix, calme et froide, brisa l'air. Une jeune femme au teint olive, smartphone à la main, caméra dirigée droit sur lui. Mais vous avez ri. Un murmure collectif parcourut les témoins. Une rumeur de désapprobation. De dégoût. La vidéo qu'elle venait d'enregistrer fut mise en ligne en quelques secondes. Elle portait un titre simple, mais qui résonna comme un coup de tonnerre. Un homme meurt dans la rue. Un millionnaire rit. Sur TikTok, X, anciennement Twitter, Instagram, la vidéo se répandit comme une traînée de poudre. En moins de 2 heures, elle avait dépassé les 500 000 vues. Des célébrités réagissaient. Des hashtags s'enflammaient, hashtag justice pour Malcolm, hashtag rire de la misère, hashtag Cameron le cruel. Mais ce n'était qu'un début. Quelques heures plus tard, les premières analyses de la police tombèrent. Le sandwich que Malcolm avait ramassé contenait de la morora. Une dose suffisamment concentrée pour tuer un adulte en moins de 10 minutes. La substance avait été glissée là délibérément. Une employée de maintenance, excédée par la présence de rats dans les coins sombres du bâtiment appartenant à Whitmore, avait posé des aliments empoisonnés à l'arrière, sans aucun avertissement ni signalisation. Une infraction grave. Mais dans l'indifférence générale, cela était courant dans les quartiers gentrifiés, où les sans-abri étaient traités comme des nuisibles au même titre que les rongeurs. Mais ce n'était pas tant l'empoisonnement que l'identité de la victime qui allait embraser le pays. Car Malcolm Carter n'était pas juste un sans-abri parmi tant d'autres. Pendant que Malcolm Carter luttait entre la vie et la mort, allongé sur un lit d'hôpital sous respirateur, son visage marqué par le froid et l'empoisonnement circulait sur tous les écrans. Mais pour beaucoup, ce visage n'était pas inconnu. Lentement, les pièces du puzzle se reconstituaient. Malcolm était autrefois un brillant professeur de philosophie morale à Columbia University, l'une des institutions les plus prestigieuses du pays. Pendant plus de 15 ans, il avait été une figure incontournable du campus. Son style était unique, passionné, humaniste, toujours prêt à tendre la main à l'étudiant le plus perdu, à dialoguer même avec les plus arrogants. Il croyait au pouvoir de la pensée pour libérer les âmes. Il ouvrait ses cours en citant Baldwin ou Camus, et terminait souvent en racontant des anecdotes personnelles, dans un mélange de gravité et de tendresse qui captivait ses élèves. Certains de ses anciens étudiants étaient devenus avocats à la Cour suprême, journalistes à CNN, écrivains à succès, militants renommés, professeurs eux-mêmes. Pour eux, Malcolm n'était pas un professeur comme les autres. Il était le professeur. Celui qui croyait encore en eux quand personne ne le faisait. Mais la vie l'avait trahi sans prévenir.
Lorsque sa sœur aînée, Clarissa, mère célibataire, fut fauchée par un chauffard ivre, Malcolm prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Il assuma immédiatement la garde de sa nièce Nina, alors âgée d'Alexandra à peine 1 an. Il refusa qu'elle soit placée dans un foyer. Il promit à Clarissa, sur son lit de mort, qu'il élèverait sa fille comme la sienne. Mais à cette époque, Malcolm était déjà lourdement endetté. Comme beaucoup d'universitaires, il avait contracté plusieurs prêts étudiants à taux variables, piégés dans des clauses abusives. Puis, une erreur judiciaire, une fausse accusation de fraude administrative dans un dossier de bourse qu'il gérait, le priva de son poste. L'enquête fut levée plus tard, faute de preuves, mais le mal était fait, sa réputation, brisée. Son contrat, non renouvelé. Sa maison, saisie. Ses comptes, gelés. Aucune institution ne voulut l'aider. Trop instable. Trop risqué. Il devint invisible. En moins de 18 mois, Malcolm Carter devint un sans-abri, errant dans les rues de New York, une petite fille à la main, un sac de livres usés dans l'autre. Pourtant, jamais il ne laissa tomber Nina. Il refusait de la placer, refusait même de mendier. Il trouvait des petits boulots ponctuels, livraison de nuit, nettoyage de vitrines, aide dans les cuisines de fortune. Et chaque soir, sous un pont de Williamsburg, il ouvrait un vieux livre de Shakespeare, ou parfois une anthologie de poésie américaine, et lisait à Nina, la tenant serrée contre lui dans une couverture trouvée la veille. Le savoir, c'est ce qu'on ne peut pas te prendre, ma petite étoile. Même si on te vole tout, garde ça. Il lui enseignait les multiplications en dessinant avec des morceaux de craie sur le béton. Il lui racontait l'histoire des civilisations, des rois, des philosophes. Il la faisait rêver malgré les rats, la pluie et le bruit des sirènes. Quand les Américains découvrirent son histoire, le pays fut secoué d'une honte collective. Les chaînes de télévision reprirent l'affaire en boucle. Le New York Times lui consacra une pleine page. Du sommet à la rue, la chute et l'héroïsme discret du professeur Malcolm Carter. Puis, un visage apparut à l'écran. Jason Alvarez, avocat renommé en droit civique, diplômé de Harvard, et ancien élève de Malcolm. Il tint une conférence de presse bouleversante devant l'entrée du Mount Sinai Hospital. J'étais en échec scolaire. Mon père était en prison. Ma mère faisait 3 boulots. Je me sentais inutile. Invisible. Un jour, ce professeur m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Tu n'es pas bête. Tu es juste invisible dans un système sourd. » C'est cette phrase qui m'a sauvé. Aujourd'hui, c'est moi qui dois sauver son nom. Et sa dignité. Je refuse qu'il meure sans justice. Les larmes dans sa voix, sincères, déclenchèrent un élan national. Des collectes furent lancées dans tout le pays. En moins de 24 heures, plus de 900 000 $ furent récoltés pour couvrir les soins de Malcolm, offrir un logement à Nina, et créer un fonds d'aide aux anciens universitaires précaires. Une pétition réclamant des poursuites contre le propriétaire des lieux, Cameron Whitmore, pour négligence et incitation à la haine sociale, récolta 5 millions de signatures en 48 heures. Le hashtag Justice pour Malcolm atteignit la première place mondiale sur X. Des célébrités comme Viola Davis, Denzel Washington, Oprah Winfrey, et même des figures politiques prirent la parole. Des étudiants organisèrent des veillées de lecture de philosophie dans des lieux publics. Le maire de New York, sous pression, ordonna une enquête immédiate sur le traitement des sans-abri, la gestion privée des espaces publics et les pratiques de sécurité alimentaire autour des propriétés de luxe. Face à la tempête médiatique, Cameron Whitmore, jusque-là sûr de lui, tenta maladroitement de désamorcer la situation. Il posta une vidéo de « repentance » filmée depuis son penthouse luxueux. Je ne voulais blesser personne. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Je ne savais pas, je n'ai pas su quoi dire. Mais son ton détaché, son décor extravagant en arrière-plan, et surtout l'absence d'un mot d'excuse envers Malcolm ou Nina, ne firent qu'ajouter de l'huile sur le feu. Des milliers de commentaires affluèrent. Trop tard. Tu as ri pendant qu'un homme mourait. Le système t'a protégé trop longtemps. Maintenant, c'est terminé. Contre toute attente, Malcolm survécut. Pendant 3 semaines, il resta dans le coma,
branchés à des machines qui bipaient dans une régularité inquiétante. Les médecins avaient peu d'espoir. L'empoisonnement à la morora avait causé des lésions aux reins, provoqué une crise cardiaque silencieuse, et effacé plusieurs de ses souvenirs récents. Mais le cœur de Malcolm, ce cœur qui avait porté tant de souffrances sans jamais haïr, refusa de céder. Il ouvrit les yeux un matin, dans une chambre lumineuse, propre, paisible à l'opposé du monde qu'il avait connu durant des années. Les murs étaient décorés de tableaux apaisants. L'odeur n'était plus celle de l'urine ou du béton humide, mais du lin propre et des fleurs fraîches. À côté de lui, Nina dormait, la tête posée sur la couverture, sa petite main serrée dans la sienne. Lorsqu'il remua légèrement, elle se réveilla d'un bond, les yeux grands ouverts. « Tonton !» Il tenta de parler, mais seuls quelques souffles faibles sortirent de sa bouche. Elle s'approcha, larmes aux yeux, posant son front contre le sien. « Je t'avais dit de ne pas le manger, tonton. » Il esquissa un sourire fatigué, mais sincère. Un sourire d'excuse et de gratitude mêlée. « Tu avais raison, ma petite étoile. » Comme toujours. Malcolm venait de renaître. Et le monde était prêt à l'écouter. Il fut accueilli, à sa sortie d'hôpital, dans une clinique privée spécialisée dans les traumatismes sociaux, grâce à une fondation caritative dirigée par d'anciens étudiants devenus philanthropes. Il reçut des soins, un accompagnement psychologique, un logement digne. Mais surtout, il retrouva sa voix. Et cette fois, le monde était prêt à l'entendre. Jason Alvarez, fidèle à sa promesse, vint à sa rencontre quelques jours plus tard avec un sourire sincère et une main tendue. « On m'a proposé un contrat d'édition. Mais ce n'est pas moi qu'ils veulent lire, Malcolm. C'est vous. » Il lui proposa un projet, écrire un livre. Non pas sur sa chute, mais sur ce qu'il avait appris. Sur la philosophie dans la rue. Sur ce que c'est que de vivre sans toit, sans papier, sans considération. Mais avec la dignité intacte. Le manuscrit s'intitula « Philosophie d'un homme sans toit ». Dès sa parution, il fit l'effet d'une déflagration dans les cercles intellectuels et médiatiques. Le livre fut traduit en 28 langues. Des extraits furent lus dans les lycées. Les chaînes de télévision l'invitèrent. Malcolm, malgré sa voix encore faible, parla avec calme et clarté. « J'ai vécu sans toi. Mais je n'ai jamais vécu sans penser. Le mépris n'est pas une fatalité. Il est un choix collectif. » Pendant ce temps, Cameron Whitmore sombrait. Les ONG se liguèrent contre lui. Des procès civils pour négligence, mise en danger de la vie d'autrui, traitements inhumains envers les sans-abri, furent ouverts dans plusieurs juridictions. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Des enquêtes fiscales révélèrent des fraudes, des dettes dissimulées, des montages offshore. Ses partenaires commerciaux le lâchèrent les uns après les autres. Les banques gelèrent ses comptes. Plusieurs de ses immeubles furent saisis par les autorités municipales pour être transformés en logements sociaux. Son nom, autrefois synonyme de pouvoir, fut effacé des façades. Cameron disparut des radars. Des rumeurs disaient qu'il vivait sous une fausse identité, dans un motel miteux du Bronx, fuyant la honte, les dettes, et le miroir. L'homme qui riait pendant que d'autres mouraient, vivait désormais dans le silence. Un an jour pour jour après l'empoisonnement, dans un parc rénové de Brooklyn, une foule silencieuse s'était rassemblée. Au centre, couverte d'un drap blanc, se tenait une statue. Quand le voile fut levé, l'émotion traversa l'assemblée. Elle représentait un homme assis sur une marche, en manteau déchiré, un livre ouvert entre les mains. À ses côtés, une petite fille l'écoutait, fascinée, ses yeux levés vers lui. C'étaient Malcolm et Nina, immortalisés dans le bronze. À la base de la statue, une phrase gravée. À ceux qu'on a méprisés parce qu'ils n'avaient plus rien, sauf leur humanité. Des écoliers déposèrent des livres. Des anciens sans-abri, émus, se tinrent la main. Nina, désormais adolescente, prononça un discours tremblant, mais vibrant. Nina grandit, portée par l'héritage de son oncle. Elle intégra l'université à son tour. Mais son cœur resta toujours fidèle au banc du parc, aux lectures du soir sous les ponts, et aux leçons silencieuses de la dignité. Elle écrivit un livre. Son tout premier roman. Un récit poignant sur l'amour, la rue,
la sagesse et la survie. Il portait ce titre simple, brut, chargé de mémoire. Tonton, ne mange pas ça. Et dans la dédicace, elle écrivit. À celui qui m'a appris que le vrai toi, c'est la conscience.